Good Morning Business. Business Plan. Emmanuel Macron vient de présenter les grandes lignes économiques de sa rentrée dans les colonnes du Point, notamment en termes d'emploi. Le chef de l'État vise toujours le plein emploi. On devrait passer de 7 à 5% de taux de chômage. C'est en tout cas son objectif. Et on va en parler avec Bertrand Martineau, conseiller emploi et travail à l'Institut Montaigne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'un des leviers du chef de l'État, ce sont les mesures contracycliques, c'est-à-dire on adapte, on ajuste les allocations chômage en fonction de l'état du marché du travail. C'est déjà en vigueur. Dans les pays où ça a été mis en place depuis longtemps, est-ce que ça a été efficace ? Oui, ce sont des pays où le taux de chômage est beaucoup plus faible qu'en France et la façon dont on gère l'assurance chômage y est évidemment pour quelque chose. L'assurance chômage est un des éléments structurants du fonctionnement du marché du travail. Là, on parle du Canada. Évidemment, c'est un marché beaucoup plus libéral. Est-ce que culturellement, les Français sont prêts à ce genre de mesures ? La réforme a déjà largement été faite. Ça ne veut pas dire forcément que l'opinion publique est prête. Depuis 2022, vous avez des paramètres de l'assurance chômage qui varient assez fortement en fonction de la situation économique et de l'évolution du chômage et de son évolution. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de déclassement en demandant davantage de flexibilité aux demandeurs d'emploi ? Je pense qu'il y a surtout un risque de déclassement si le pays reste à un niveau de chômage aussi élevé, qui engendre de la pauvreté, qui engendre tout un tas de troubles sociaux. Et donc, de toute façon, encore une fois, cette réforme a déjà largement été faite. L'assurance chômage française, maintenant, est tout à fait réactive à la conjoncture. Et ça a été à peu près correctement apprécié par la population. De manière générale, les Français, d'après les sondages en tout cas, sont assez favorables à une assurance chômage incitative au retour à l'emploi. La feuille de route pour 2024, ce sont des mesures d'économie. Quelle économie supplémentaire est-ce qu'on peut attendre en matière d'emploi et de politique du travail pour 2024 ? Alors, ce n'est pas forcément dans le champ de l'emploi qu'il y a le plus d'économies à faire. Donc, il y a déjà d'énormes économies qui sont dans les tuyaux, en quelque sorte, automatiquement, via l'assurance chômage, parce que plus d'emplois, ça fait moins de chômage, et donc moins de dépenses d'assurance chômage, et plus de rentrées aussi de cotisation pour l'assurance chômage. Donc je pense que le gros paquet d'économies est de ce côté-là. Je pense qu'il y a dans les tuyaux aussi une diminution très forte des contrats aidés dans le secteur non marchand, qui ont déjà été largement diminués depuis 2017. Et on sait que c'était des mesures traditionnellement totalement inefficaces pour lutter contre le chômage. Donc je pense qu'il y aura de nouveau un coup de rabot sur les contrats aidés. Pour le reste, il n'y a pas énormément de marge de manœuvre sur les aides à l'embauche. Quid de l'apprentissage ? Le bilan est plutôt positif et là tout le monde le dit. Alors, là, effectivement, il y a un sujet, parce que le bilan est positif, même si l'apprentissage ne s'est développé, en fait, quasiment que dans l'enseignement supérieur, notamment au-delà des Bac plus 3. Bac plus 3 c'est-à-dire qu'on a raté l'objectif d'apprentissage sur les personnels. C'est bien de développer l'apprentissage de manière générale, puisque c'est très bien que des élèves qui autrefois, des étudiants qui étaient en licence professionnelle ou en master professionnel, aient cette expérience de l'entreprise. Je pense que c'est bien à long terme pour leur insertion professionnelle, leur évolution, l'acculturation à l'entreprise, etc. Pour autant, c'est vrai qu'on a raté une partie de la cible, peut-être la plus importante finalement, qui était les élèves au niveau du bac pro, en fait. Où là, l'apprentissage, surtout si on mixe l'ensemble contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, parce que vous avez deux voies d'alternance. Si vous faites la somme des deux, en fait, ça ne bouge pas énormément. Et donc là, de ce point de vue-là, la réforme a largement raté son objectif. Comment est-ce qu'on peut ajuster le tir ? Quelles recommandations vous faites, vous, à l'Institut Montaigne ? Alors, le sujet, j'ai sorti une note à l'Institut Montaigne, d'ailleurs, sur le sujet au mois de juin. Ça passe essentiellement par une orientation beaucoup plus importante des élèves qui sont en lycée pro vers l'apprentissage, puisque le maillon faible, finalement, de la chaîne, aujourd'hui, c'est au niveau du lycée professionnel. Donc, il y a tout un tas de propositions qu'on peut faire pour que davantage d'élèves qui sont aujourd'hui dans les lycées professionnels poursuivent au niveau du bac pro et au-delà, par la voie de l'apprentissage et pas par la voie scolaire. Il y a aussi un effet retard, c'est le changement de l'image de l'apprentissage. Ça avait une très mauvaise réputation en France et on voit bien que les choses ont considérablement changé. Ça, c'est un grand succès de cette politique, effectivement, c'est que l'apprentissage est vu de manière différente, à la fois d'ailleurs par les jeunes et leurs familles, mais aussi par les entreprises. Puisque pour les entreprises, alors qui certes sont bien aidées aujourd'hui par des aides à l'embauche qui sont assez importantes, les entreprises maintenant utilisent l'apprentissage aussi comme un acte de pré-embauche d'un salarié futur dans un contexte évidemment de marché du travail très tendu avec de grosses difficultés de recrutement. L'autre sujet, c'est l'emploi des seniors évidemment, puisqu'on va travailler plus longtemps et il va falloir vraiment augmenter le taux d'emploi des seniors. Là encore, quelles sont vos recommandations ?
Alors, déjà, je dirais qu'il va falloir, je veux dire, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que les entreprises vont être confrontées dans les prochaines années à un allongement des carrières, puisque les gens ne pourront plus prendre leur retraite à l'âge habituel. Mais si on ne change rien et que une majorité des personnes au-delà de 62-63 ans ne sont plus sur le marché de l'emploi, elles vont avoir du mal à avoir une retraite à taux plein. Ça, c'est le risque. Mais ce que la bonne nouvelle quand même, c'est qu'on constate qu'avec les différentes réformes des retraites, on commence à avoir de l'expérience maintenant sur les réformes des retraites. C'est quand même la 5e. Bon, puis il y en a peut-être une à chaque fois, on nous dit que c'est la dernière, entre parenthèses. Bien sûr, évidemment. Puis on a quand même beaucoup de comparaisons internationales, puisque tous les pays, depuis les années 90, maintenant, font des réformes des retraites dans les pays de l'OCDE. Donc ce qu'on constate, c'est quand même une bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait des réformes des retraites, le taux d'emploi des seniors augmente. Bon. Donc il suit, si vous voulez, tout simplement. C'est-à-dire que les entreprises et les individus s'adaptent dans un contexte de déclin démographique qui fait que les seniors, on va en avoir besoin dans les entreprises. Donc les seniors sont de moins en moins vus dans les entreprises comme une charge, comme des gens qui sont peu productifs, etc., mais plutôt comme des ressources et comme des gens de toute façon qui sont indispensables, puisque de toute façon on a du mal à recruter. Et c'est ce qu'on constate dans tous les pays. Là, vous soulevez un point intéressant. Vous parlez de la perception des seniors, comme on parlait tout à l'heure de la perception de l'apprentissage. Vous pensez qu'on va réussir à changer cette image? En France, c'est difficile. Elle est en train. Mais il faut se rappeler que dans les années 80, vous étiez senior à 40 ou 45 ans. Et vous partiez en pré-retraite à 50 ans. Exactement. Bon, donc si vous voulez... Vous pensez que ce changement, il est déjà en marche? Mais il est en marche depuis de nombreuses années, et heureusement. Alors, c'est pas assez suffisant, mais maintenant, dans les années qui viennent, le sujet qu'on va avoir avec les seniors, c'est pas un problème de perception, ou même pas d'appétence des entreprises, parce qu'elles ont du mal à embaucher, donc elles vont vouloir de plus en plus garder les seniors. Le problème, ça va être surtout, un peu un problème de compétences, puisque les seniors sont souvent des gens qui ont été mal formés au cours de leur vie active, mais surtout, ça va être un problème d'usure professionnelle et un problème probablement de charge mentale, de charge psychique. Donc il va falloir adapter les situations de travail, il va falloir adapter les postes de travail, il va falloir adapter les fins de carrière. Il y a plein de choses qu'on peut faire. C'est un sujet essentiellement de négociation sociale dans les entreprises. C'est pas sans doute au niveau national que ça va se décider. Et là, il y a un enjeu effectivement qui est énorme. Pour arriver au plein emploi, il y a les mesures dont on vient de parler, il y a aussi un effet démographique sur lequel va pouvoir compter le chef de l'État. Alors ça c'est vrai, une partie de la diminution du chômage qu'on constate dans tous les pays de l'OCDE, pas qu'en France, est probablement due à cet effet démographique. On a beaucoup de pays où la population active stagne, voire diminue. Alors dans le cas de la France, c'est pas tout à fait évident parce que la population active va continuer à augmenter et du fait de la réforme des retraites qui vient de passer, l'INSEE prévoit que la population active va atteindre un pic en 2035. Donc la population active va continuer à augmenter jusqu'en 2035 de manière ralentie, mais voilà. Donc on peut tabler sur cet effet-là, mais pas complètement. C'est-à-dire, c'est pas mécaniquement, bien entendu, que la démographie va nous ramener à 5%. Il va falloir vraiment aller très loin pour rattraper les 2 points qui nous manquent. Un dernier mot très rapide. Cet objectif, il est réaliste ? Il est réaliste si on a une croissance supérieure à celle qui est prévue en ce moment. C'est-à-dire qu'avec une croissance à 1,5%, par exemple, on va avoir énormément de mal à faire refluer le chômage. Autrement dit, le miracle un peu de l'emploi qu'on a connu ces dernières années, on a quand même créé 1,2 million d'emplois, dont 400 000 apprentis, mais enfin ça fait quand même 800 000 emplois hors apprentissage depuis fin 2019. C'est exceptionnel et c'est une performance qui ne va certainement pas se reproduire dans les prochaines années. Merci beaucoup Bertrand Martineau d'être venu en plateau ce matin, conseiller emploi et travail à l'Institut Montaigne.